qui était suraccidenté biographique, de par des épreuves économiques et des épreuves de la vie. Alors, je crois que Marie-Laure voulait intervenir. Marie-Laure est notre camarade qui est en distanciel. Marie-Laure, tu as la parole. Non, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ce que je voulais dire, ça rejoint effectivement tout ce dont on a parlé, mais ça a été aussi toute cette violence avec justement les employeurs, de perdre cette liberté, enfin aussi de voir des collègues partir, devoir quitter leur boulot, et parce qu'il y avait cette liberté qu'on nous a pris pour certains. Et le monde du travail aujourd'hui, il est vrai que quand on applaudissait beaucoup le milieu médical, mais nous, on se sentait quand même très éloignés, on avait l'impression de ne pas exister, qu'on ne nous voyait pas. Et avec nos métiers, il est vrai que ce soit les enfants, moi je suis AMP dans un foyer de vie, enfin, on nous a laissé travailler comme ça, sachant qu'on peut accueillir des personnes qui n'ont qui n'ont pas, je veux dire, d'obligation d'être vaccinées et autres. C'était pas trop grave, mais on a tellement médiatisé et on en a fait une souffrance effectivement collective. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on en est tous conscients, mais ça laissera des traces. Mais c'est vrai, et ce que vous dites, je trouvais dans votre conférence, ce qui est très intéressant, c'est effectivement, on a retrouvé une espèce de solidarité, quelque chose de... Et puis nous, dans nos rôles de délégués syndicaux, eh ben, effectivement, on est venu nous chercher avec des... On se sentait... ils avaient besoin de nous, quoi. C'était un besoin d'être rassurés. On a été rassurants, en fait. On était là et on a eu cette place que finalement, on ne pensait pas voilà, être dans... Et je pense que elle est restée. Et elle va rester un bon bout de temps, je pense qu'effectivement, et ça nous amène à... dans les manifestations, moi j'ai pu observer que mes collègues, du coup... Là, dernièrement, depuis ça, on est 15-16, effectivement, à aller dans les manifs, à aller chercher, et on a besoin de réponses, de se sentir tous ensemble, et comme dit Jacques, je pense que les syndicats, c'est la collectivité. Un combat, il est collectif, on ne peut pas faire quelque chose, voilà. On ne peut pas avoir des pensées individuelles dans un combat collectif, c'est pas possible, quoi. Là, aujourd'hui, on a besoin d'être reconnu, en plus. Je pense que tout ce qu'on a fait, et on a besoin d'entendre aussi qu'on reconnaît voilà, ce qui s'est passé était grave, et je pense que les médias n'ont pas aidé. Et c'est vrai qu'on a laissé beaucoup de gens sur le carreau avec tout ça. Mais votre conférence est très intéressante, effectivement, super. Ouais, je suis très content. Ouais. Merci. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis, Marie-Laure. Il y a un proverbe africain, je crois que c'est un proverbe peul, qui dit ceci, et je le dois à... C'est Pascal qui m'avait soufflé, je crois, Pascal. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est vrai, c'est exactement ça. Tu vois, et ça fait société. Je crois que c'était le psychosociologue Cac qui disait ceci, le social n'est pas l'ennemi de l'individu, mais sa plus haute expression. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis plus libre parce que mon action collective me rend plus fort et je libère des... C'est Hakim Bey qui disait des zones temporairement libérées du salariat. C'est-à-dire avoir ce postulat, qui était le postulat des syndicalistes de la Charte d'Amiens, Émile Pouget, qui rappelle quand même que la question du sens des producteurs, le travail nous le faisons, nous avons répondu présent tout le temps, le travail ne nous fait pas peur. Le travail ne fait pas peur aux travailleurs et aux travailleuses. Ce qui fait peur aux travailleurs et aux travailleuses, c'est le salariat. C'est pas la même chose. C'est la suggestion, on sait bosser, on sait conseiller la clientèle, on sait protéger. Et je rappelle la double besogne assignée au syndicalisme libre et indépendant, au syndicalisme au sens d'action directe économique, c'est l'interpellation directe du patronat pour postuler une chose. Les défenseurs de cette concession du syndicalisme d'action directe issu de Fernand Pelloutier et de Victor Greffuel et de Émile Pouget, il y a une double besogne. Le syndicat, c'est l'amélioration immédiate des conditions de travail et du mieux-être
des salariés et la coordination des efforts ouvriers pour résister, pour défendre les conventions collectives, l'assurance chômage, la sécurité sociale, les services publics, l'accès aux soins, l'hôpital public, l'école publique. Et c'est aussi l'autre besogne. La besogne immédiate, c'est la défense des intérêts matériels et moraux, besogne immédiate du syndicalisme, et la besogne d'avenir, c'est, je le rappelle, et pour ce qui concerne le syndicat départemental et Faux Action Sociale d'Ille-et-Vilaine, c'est l'abolition du salariat et du patronat. Parce que l'humanité a été en capacité d'abolir légalement l'esclavage, d'abolir légalement le servage, et aujourd'hui on veut abolir le salariat, non pas pour introduire le précariat et l'ubérisation, mais pour la gestion directe ouvrière, la gestion directe des salariés eux-mêmes. Ouais. Et parce que ce ne sont pas les premières lignes, on sait bosser, on sait prendre soin. Et la confiance, comment vous dire, il n'y a pas de conscience de classe ou de lutte de classe sans estime de soi, d'estime de soi-même. Ça commence d'abord par l'effort sur l'élaboration personnelle, d'estime de soi, qui devient une conscience en soi, une conscience pour soi et une conscience de classe. Voilà, c'est d'abord de dire, avec un petit peu de dignité, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Voilà, c'est postuler, on vaut quelque chose. Alors, dans un monde où l'humain, le salarié, est une marchandise. Dans un monde de la marchandisation du vivant, de la marchandisation des rapports sociaux, alors que l'action collective ou la solidarité en acte s'éprouve, et c'est ce qui fait que ça tient. C'est que ça tient, cette affaire-là. C'est-à-dire que l'hôpital public, il a tenu parce que l'hôpital public, il a fait fi des protocoles de gestion et de la T2A. Ils ont bricolé des masques avec comment dirais-je, et des respirateurs, parce que pendant 40 ans, une idéologie délétère qui était le néolibéralisme a considéré qu'il fallait que tout soit rentable. Et nous, on postule à l'inverse. Alors, on est sans doute peut-être... c'est notre côté syndicaliste rebelle, à savoir qu'on postule qu'il faut défendre la vie avant la bourse. On défend la vie avant la bourse, on défend le travail social avant les actionnaires, et c'est aussi quelquefois, c'est aussi de ça dont on parle. Voilà. Et à travers le témoignage, c'est-à-dire la parole est une prise de risque. Il faut prendre le risque de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire ce qu'on a de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Et ça, s'il y a un endroit de réceptacle de la souffrance et l'endroit de ressourcement par excellence, c'est la chambre syndicale. C'est le conseil syndical, et c'est postulé que la chambre syndicale n'a rien de désuet, que le conseil syndical n'a rien de désuet, que la section syndicale n'a rien de désuet, et que l'action collective peut avoir de l'avenir devant elle pour peu qu'on s'en donne les moyens. Mais ça, c'est peut-être le postuler je crois que c'est le syndicaliste Oudé Aucoin qui disait tout ce qui est humain est nôtre. Tout ce qui est humain est nôtre. On postule qu'on va inviter l'humain à la table de la négociation. On postule qu'on va inviter l'humain à la table de la négociation. Ça, c'est ce postulat de dire l'histoire ne peut pas se faire sans nous. Je crois que c'est l'historien Howard Zinn qui disait ceci, qui a écrit l'histoire populaire américaine. Aujourd'hui, l'histoire a été écrite par les chasseurs. Demain, elle sera écrite par les lapins. Voilà. Et les lapins, il se trouve qu'ils sont plus nombreux. Voilà. Et je veux dire, parce qu'on a la force du nombre. On a la force du nombre, et cette force du nombre, il convient de l'organiser pour être un contrepoids. Un contrepoids sur le terrain économique, pour elle-même. En soi, je veux dire, dans la démocratie directe, dans la gestion directe. Oui, face au mépris qu'on a en face, face au mépris, parce qu'on voit très bien, là même par rapport à
ce qu'on parle là, voilà, comment les salariés l'ont vécu, comment voilà, ce que chacune et chacun ont vécu, et puis la façon où ils ont été, voilà, ils travaillaient sans se... Et que là, en fait, on continue quand même à lutter, même voilà, sur nos conventions, on continue à lutter pour préserver des droits, alors que là, sur ces moments-là, en fait, normalement, on aurait dû... On aurait dû avoir cette reconnaissance, on aurait dû déjà face à nous avoir ce positionnement en disant comment on peut prendre soin de ces salariés en fait. Et c'est pas du tout ça qu'on a eu, effectivement. Comme tu disais, il y a eu cette histoire de primes. Parce que ça se passe toujours comme ça, on pense toujours que des fois c'est sous des formes en fait, des petits morceaux comme ça financiers en fait, que là, comme si on demandait l'aumône en fait, comme si on avait besoin d'aumône en fait pour exister quoi. Tu vois. Et là maintenant on se retrouve, ils veulent nous emmener convention, ils veulent tout massacrer en fait, ce qu'on a essayé de soutenir quoi, ce qu'on a essayé de soutenir même dans des conditions les plus atroces possibles quoi, humainement quoi. C'est la colère quoi, je veux dire c'est pas possible que ça se passe comme ça. Non, mais c'est vrai, le manque de reconnaissance ça a été flagrant pendant la crise en fait, ça a révélé beaucoup de choses. Moi j'ai souvenir, quand il y avait les applaudissements, donc déjà on le faisait avec notre fille. Alors avec nos mots, on lui expliquait, mais du coup elle le faisait, hein, elle avait envie de le faire. Et nous, on avait décidé également de sortir, par exemple, quand il y avait les éboueurs qui passaient. Et ça m'a frappé vraiment, c'est qu'une fois, donc, ils se sont arrêtés, ils nous ont dit merci, et il y en a un qui pleurait. Et là, ça a été un choc. Je me suis dit, mais c'est normal, enfin, vous êtes au front, quoi. Si on n'est même pas capable de vous dire merci à ce moment-là, quand est-ce qu'on le fait? Et ce manque de reconnaissance, nous, on l'a beaucoup vécu. Alors, c'est vraiment notre direction locale, hein, mais quand lundi soir, voilà, tout le monde s'est mis entre guillemets en confinement, la France a arrêté, que nous, le mardi matin, on se retrouvait au travail avec cette fameuse peur dont on a parlé tout à l'heure. Jamais notre directeur local ne nous a adressé un seul mot. C'est-à-dire pendant les 2 semaines où on a été sur site, on attendait des directives qui venaient évidemment des ressources humaines Paris, hein, c'est évidemment les ressources humaines nationales qui décident. Mais comme on disait, on sait qu'il ne peut pas nous donner des directives qu'il n'a pas, mais juste un mot, quoi, en disant je sais que vous êtes là, je sais que vous avez peur, juste ça, quoi. Ça a frappé beaucoup de collègues, quoi. On a eu un matin, on est arrivé, en fait, il y avait eu un cas de Covid, donc évidemment, on était tous à attendre que ça se passe parce qu'ils venaient nettoyer les locaux, donc on voit quand même les fameux hommes tout en blanc venir tout nettoyer, donc ça accentue nos angoisses. Hein. Notre directeur n'était pas là, il est arrivé à 10h du matin. C'est tout bête, mais on dit, il est où, quoi? Enfin, nous, on est là, quoi. On a peur, il est même pas là. Il n'y a pas eu un seul mot, rien. Donc ça a été très frappant. Je rejoins les propos qui ont été dits tout à l'heure sur le monde du capitalisme. Je suis dans la vôtre. Je suis au milieu de la fameuse grosse machine. Donc effectivement, on sait ce que c'est. Hein. Le monde du capitalisme, on le vit en plein dedans. Et je suis d'accord qu'il y a des secteurs qui ne peuvent pas être attachés au monde du capitalisme. C'est pas possible. C'est inenvisageable, pourtant c'est ce qui se passe actuellement. Nous, juste pour un petit exemple, on a la chance d'avoir de l'intéressement et participation. Donc évidemment, début 2020 avaient été annoncés les résultats sur l'exercice 2019, avec le montant participation intéressement annoncé, avec la date où on allait les percevoir, le montant fixé et tout ça. Puis est arrivé le Covid, puis ils ont dit non, on va diminuer le montant. On n'en a jamais revu la couleur. Jamais. Effet d'aubaine. Ouais. Donc, ils sont forts. Et puis, je reviens sur le monde du travail. Effectivement, il y a eu... Le Covid laissera des traces. Le monde du travail est clairement changé. Et on a peut-être... Il y a le télétravail, mais il y aura peut-être d'autres conséquences qu'on ne perçoit pas maintenant, mais dont on a le recul plus tard. Et je pense aussi à toutes ces personnes, comme je disais tout à l'heure, le monde est reparti sur ce que c'était. Mais pour autant, on peut noter de façon individuelle comme beaucoup de personnes qui se sont posées des questions, qui ont eu ce recul, cette pause,
il y a quand même il y a eu des modifications pour certaines personnes sur le travail, sur le lieu de vie. Enfin, et je pense que effectivement dans quelques années on aura encore un autre recul sur beaucoup de changements qui ont été amenés par le Covid. Et puis sur le sens du collectif, je peux qu'abonder, évidemment. Bien, merci Morgane. Dans le sens du collectif en acte, on a des échéances importantes pour ce qui concerne le syndicat Action Sociale. Le 2 mars, on sera aux côtés de l'interorga de Rennes et du collectif Un toit, c'est un droit pour demander, parce qu'on est signataire de l'appel exilés à la rue, l'accueil inconditionnel des personnes qui sont les familles, individus, enfants et bébés qui sont à la rue, toutes nationalités confondues, françaises ou autres. C'est le 2 mars à la préfecture de Beauregard à 14h. Donc ça, c'est une première action. Nous serons dans la rue dans le cadre de l'appel intersyndical. L'appel intersyndical du 8 mars, la grève syndicaliste et féministe avec EFO, CGT, Sud et FSU et les organisations étudiantes et les syndicalistes des universités et lycéens. C'est à 11h au départ de l'université de Rennes 2. Isabelle, une précision. Le 2 mars, devant la préfecture de Beauregard, c'est à midi, je pense. Oui. Il n'y avait pas l'heure. C'est à midi, pas 14h. Pardon, midi. 2 mars, midi. D'accord. Oui. Merci de me rappeler les horaires, Isabelle. Le 17 mars, en mobilisation interprofessionnelle. Oui, Force ouvrière sera dans la rue et dans la grève le 17 mars.